Bonsoir à tous, c'est un bonheur de vous retrouver pour ce voyage au bout de la nuit, un voyage qui a déjà commencé il y a quelques jours, puisque j'avais commencé à vous raconter le premier amour d'Ivan Tourguenieff. Un premier amour qui est le fruit d'une rencontre entre un jeune héros et une Zinaïda un petit peu cruelle. Alors justement, notre héros est avec cette fameuse Zinaïda, véritable bourreau des cœurs. Je ne sais pas si on dit bourreau des cœurs pour une fille, mais en tout cas, vous avez compris l'idée. Alors, récitez-moi des vers, reprit Zinaïda en s'accoudant sur l'herbe. J'aime à vous entendre, vous êtes légèrement déclamatoire, mais peu importe, cela fait jeune. Récitez-moi sur les collines de Géorgie. Mais asseyez-vous d'abord. Je m'exécutais. Et de nouveau, mon cœur s'embrase, il aime, ne pouvant pas ne plus aimer, répéta la jeune fille. C'est cela la vraie beauté de la poésie. Au lieu de parler de ce qui est, elle chante quelque chose qui est infiniment plus élevé que la réalité et qui pourtant lui ressemble davantage. Ne pouvant pas ne plus aimer. Il le voudrait, mais il ne peut. Elle se tut de nouveau, puis se leva d'un bond. « Venez, Madianov est chez ma mère. Il m'a apporté son poème et moi je l'ai laissé tomber. Lui aussi doit avoir du chagrin. Que faire? Un jour, vous saurez tout, mais surtout ne m'en veuillez pas. » Elle me serra vivement la main et courut devant. Nous pénétrâmes dans le pavillon. Maïdanov se mit incontinent à déclamer son assassin qui venait d'être publié. Je ne l'écoutais même pas. Il débitait ses tétramètres iambiques d'une voix chantante. Les rimes se succédaient avec une sonorité de grelots vides et bruyants. Je regardais Zinaïda et essayais de saisir le sens de ses dernières paroles. Ou bien quelque rivale secrète a-t-il subitement séduite? S'exclama soudain Maïdanov de sa voix nasale. Et mes yeux croisèrent ceux de la jeune fille. Elle baissa les siens et rougit légèrement. Mon sang se glaça. J'étais jaloux depuis longtemps, mais à cet instant, une idée fulgurante transperça tout mon être. Mon Dieu, elle aime. Dès lors, mon vrai supplice commença. Je me creusais la tête, méditais, ruminais et surveillais Zinaïda à toute heure de la journée en me cachant de mon mieux. Elle avait beaucoup changé, cela ne faisait pas l'ombre d'un doute. Durant de longues heures, je la voyais se promener toute seule, ou bien elle s'enfermait dans sa chambre et refusait de voir personne, chose qui ne lui était encore jamais arrivée. Ma perspicacité s'aiguisait, du moins le croyais-je. Est-ce lui, ou bien lui, me demandais-je inquiet en passant en revue tous ses admirateurs. Le comte Malevski me semblait le plus dangereux de tous, mais j'avais honte de me l'avouer, par considération pour Zinaïda. Ma perspicacité n'allait pas plus loin et d'ailleurs, mon secret n'était un mystère pour personne. En tout cas, le docteur Louchine eut tôt fait de le deviner. À dire vrai, lui aussi avait beaucoup changé depuis quelque temps. Il maigrissait à vue d'œil et son rire devenait plus méchant, plus bref, plus saccadé. Une certaine nervosité avait succédé à son ironie légère et à son cynisme affecté. Un jour, nous nous trouvâmes en tête-à-tête dans le salon des Askines. Zinaïda n'était pas encore rentrée de sa promenade et la vieille princesse se querellait avec la bonne à l'étage au-dessus. « Dites-moi, jeune homme, pourquoi passez-vous tout votre temps à traîner par ici ?» me demandait-il. « Vous feriez mieux d'étudier tant que vous êtes jeune, et ce n'est pas du tout ce que vous faites en ce moment. »« Vous n'en savez rien. Qui vous dit que je ne travaille pas chez moi ?» rétorquai-je en le prenant d'assez haut, mais non sans montrer quelque trouble. « Ne me parlez pas d'études, vous avez autre chose en tête. » Je n'insiste pas. À votre âge, c'est monnaie courante. Laissez-moi vous dire seulement que vous êtes rudement mal tombé. Est-ce que vous ne voyez pas le genre de la maison? Je ne saisis pas. Vous ne saisissez pas? Eh bien, tant pis pour vous. Mais il est de mon devoir de vous avertir. Nous autres, vieux célibataires endurcis, pouvons sans crainte fréquenter cette maison. Que voulez-vous qu'il nous arrive? Nous sommes la vieille garde, les durs à cuire, et rien ne nous effraie. Mais vous avez encore une peau trop délicate, croyez-moi. L'air d'ici ne vous vaut rien. Gare à la contagion. Comment cela? Mais tout simplement, êtes-vous bien portant en ce moment? Vous trouvez-vous dans votre état normal? Pensez-vous que vos sentiments actuels puissent servir à quelque chose de bon? Mais quels sont-ils donc, mes sentiments présents? Ergotai-je tout en reconnaissant dans mon fort intérieur que le docteur avait parfaitement raison. « Ah, jeune homme, fit-il en donnant à ces deux mots une intention assez blessante. Allons, ne jouez pas au plus fin. Votre visage vous trahit. Et d'ailleurs, à quoi bon discuter? Croyez-moi, je n'aurais pas fréquenté cette maison si... » Il serra les dents. « Si je n'étais pas aussi détraqué que vous. Une seule chose me surprend.
Comment se fait-il que vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous? Pourtant, vous êtes un garçon intelligent. » « Mais que se passe-t-il donc » dis-je en dressant l'oreille. Le docteur me dévisagea d'un air de commisération amusé. « Ce que je peux être bête, murmura-t-il, comme s'il se parlait à lui-même. À quoi bon le lui dire? Bref, conclut-il en élevant la voix, laissez-moi vous le répéter, l'atmosphère de Séan n'est pas bonne pour vous. Elle vous plaît, me direz-vous? Et après, l'air de la serre chaude est saturé de parfum, mais nul ne peut y vivre. Écoutez-moi, faites ce que je vous dis et reprenez votre Kaidanov. » À ces mots, la vieille princesse réapparut au salon et commença à se plaindre de sa rage de dents. Zinaïda arriva peu après elle. « Tenez, docteur, vous devriez la gronder, dit la matrone. Elle passe son temps à prendre de l'eau avec de la glace. C'est très mauvais pour ses poumons. »« Pourquoi faites-vous cela » demanda Louchine. « Que peut-il en résulter? Vous pouvez prendre un refroidissement et mourir. »« Vraiment? Pas possible. Eh bien, tant mieux. » « Ah, voilà où nous en sommes, grommela le docteur. La vieille se retira. « Mais oui, répliqua Zinaïda, croyez-vous que la vie soit toujours gaie? Regardez un peu autour de vous. Est-ce que tout va bien? Pensez-vous que je ne m'en aperçoive pas? Cela m'amuse de boire de l'eau avec de la glace. Et vous, vous venez de me déclarer sentencieusement qu'une telle vie ne vaut pas d'être risquée pour un instant de plaisir? Je ne parle même pas d'un instant de bonheur. » « Oui, oui, dit Louchine, caprice et indépendance. Ces deux mots résument tout votre caractère. » Zinaïda rit nerveusement. « Vous n'êtes pas à la page, mon cher docteur, et vous observez mal. Mettez des lunettes. Je ne suis plus d'humeur à avoir des caprices. Croyez-vous que cela m'amuse de vous tourner en bourrique et de rire de moi-même? Et pour ce qui est de l'indépendance, Monsieur Voldemar, ajouta-t-elle en tapant du pied, ne faites pas cette tête mélancolique. J'ai horreur qu'on me plaigne. » Elle se retira à grands pas. « Mauvais, très mauvais. L'atmosphère d'ici ne vous vaut décidément rien, jeune homme, dit encore Louchine. » Le même soir, toute la bande se réunissait chez les Askins. J'étais du nombre. L'on parla du poème de Maïdanov. Zinaïda le loua sincèrement. Seulement, dit-elle, si j'avais été poète, j'aurais choisi d'autres sujets. C'est peut-être stupide ce que je vous dis là, mais il me vient parfois des idées bizarres. La nuit surtout, quand je ne dors pas, et aussi au lever du soleil, à l'heure où le ciel devient rose et gris. C'est ainsi que, par exemple, vous n'allez pas rire de moi? Mais non, répondîmes-nous d'une voix. Elle croisa les bras sur sa poitrine et tourna la tête légèrement de côté. J'aurais montré tout un groupe de jeunes filles, la nuit, dans une barque, sur un fleuve paisible. La lune luit, les jeunes filles sont en blanc, avec des couronnes de fleurs blanches sur la tête, et elles chantent. Quelque chose comme un hymne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, je vous suis, murmura Maïdanov, rêveur. Et soudain, du bruit, des rires, des flambeaux, des torches, des tambourins sur la côte, des bacchantes accourent en foule, avec des cris, des chants. Et là-dessus, je vous cède la parole, monsieur le poète, j'aurais voulu des torches très rouges, beaucoup de fumée, les yeux des bacchantes brillent sous leur couronne. Ces dernières seront de couleur sombre. N'oubliez pas les peaux de tigre, les vases, l'or, des monceaux d'or. « Mais où faut-il que je mette l'or » demanda Maïdanov en rejetant ses cheveux plats en arrière et dilatant ses narines. « Où ? Mais sur leurs épaules, à leurs bras, à leurs jambes, partout. L'on dit que dans l'Antiquité, les femmes portaient des anneaux d'or autour des chevilles. Les bacchantes appellent les jeunes filles de la barque. Celles-ci ont interrompu leur hymne, mais elles ne bougent pas. Leur embarcation accoste doucement au fil de l'eau. L'une d'elles se lève lentement. Attention, ce passage demande beaucoup de tendresse, car il faut décrire les gestes majestueux de cette jeune fille au clair de lune, l'effroi de ses compagnes. Elle enjambe la paroi de la barque, les bacchantes font cercle autour d'elle et l'emportent dans la nuit, dans les ténèbres. Imaginez-vous des volutes de fumée et une confusion générale. L'on n'entend plus que les cris stridents des bacchantes. L'on ne voit plus que la couronne abandonnée sur le rivage. Zinaïda se tut. « Oh, elle aime, me dis-je de nouveau. »« C'est tout » demanda Maïdanov. « Oui, c'est tout. Il n'y a pas de quoi faire tout un poème. » déclara le poète avec suffisance. « Mais je vais tirer parti de votre suggestion pour une pièce lyrique. »« Dans le genre romantique » demanda Malevski. « Bien sûr, à la Byron. »« Et moi, je trouve que Hugo vaut mieux que Byron, » répliqua négligemment le jeune comte. « Plus intéressant. » Certes, Hugo est un grand écrivain, de premier ordre, fit Maïdanov. Et mon ami Coumenu, dans ce roman espagnol El Trovador,
C'est celui où il y a des points d'interrogation à l'envers, intervient Zinaïda. Celui-là même, c'est l'usage chez les Espagnols. Je disais donc, Koumènou. Oh, vous voilà de nouveau embarqué dans un débat sur les classiques et les romantiques, intervint de nouveau la jeune fille. Faisons plutôt un jeu. Ça faisait longtemps. Les gages, propose Alouchine. Oh non, pas les gages, c'est mortel. Jouons plutôt aux comparaisons. C'était une invention de Zinaïda. Le jeu consistait à choisir un objet et celui qui lui trouvait la comparaison la plus heureuse était déclaré vainqueur. Elle s'approcha de la croisée. Le soleil venait à peine de se coucher et de longs nuages rouges montaient haut dans le ciel. « À quoi ressemblent-ils ces nuages » demanda Zinaïda et, sans attendre de réponse, elle répondit elle-même. « Moi, je trouve qu'ils ressemblent à ces voiles écarlates que Cléopâtre avait fait attacher au mât de son vaisseau, le jour où elle partit à la rencontre d'Antoine. Vous en souvenez-vous, Maïdanov? Vous m'en avez parlé l'autre jour. » Nous suivîmes tous l'exemple de Polonius dans Hamlet et décidâmes à l'unanimité que les nuages ressemblaient précisément à ces voiles et qu'il n'était pas possible de trouver meilleure comparaison. « Et quel âge avait Antoine » interrogea la jeune fille. « Oh, il était certainement tout jeune, » dit Malevski. « Oui, il était jeune, » confirma Maïdanov avec conviction. « Je m'excuse, mais il avait plus de 40 ans, » déclara Louchine. « Plus de 40 ans ?» répéta Zinaïda en lui jetant un rapide coup d'œil. À l'époque, 40 ans, c'était très, très vieux déjà. Je rentrais bientôt chez moi. Mes lèvres murmuraient machinalement. « Elle aime, mais qui ?» Ça, c'est une bonne question, vous allez voir. Les jours passaient. Zinaïda devenait de plus en plus étrange, incompréhensible. Une fois, je la trouvais chez elle, assise sur une chaise canée, la tête appuyée sur le rebord tranchant de la table. Elle se redressa. Son visage ruisselait de larmes. « Ah, c'est vous, fit-elle avec un amer rictus. Venez donc par ici. » Je m'approchai d'elle. Elle me prit la tête à deux mains, s'empara d'une mèche de mes cheveux et se mit à la tordre. « Aïe, cela me fait mal !» m'écriai-je en fin de compte. « Ah, cela vous fait mal. Et moi, croyez-vous donc que je ne souffre pas assez ?» Oh, s'exclama-t-elle en s'apercevant qu'elle venait de m'arracher une touffe de cheveux. « Qu'ai-je fait, pauvre monsieur Voldemar !» Après les avoir soigneusement démêlés, elle les enroula autour de son doigt. « Je vais mettre vos cheveux dans mon médaillon et les porter toujours sur moi, me dit-elle en guise de consolation, cependant que des larmes brillaient toujours dans ses yeux. Peut-être m'en voulez-vous un peu moins? À présent, adieu. Je rentrai chez moi. À la maison non plus, cela n'allait pas bien. Maman venait d'avoir une explication avec mon père. Elle lui reprochait encore quelque chose et lui ne disait rien, froid et correct, selon sa coutume. D'ailleurs, il sortit peu après. Je n'avais pas pu entendre ce qu'avait dit ma mère, et puis j'avais bien d'autres chats à fouetter. Je me rappelle seulement qu'à l'issue de cette explication, elle me convoquait dans son cabinet de travail et me parla fort aigrement de mes visites, trop fréquentes, chez la vieille princesse, une femme capable de tout, me disait-elle. Je lui baisais la main. C'était ma manière à moi de mettre fin à un entretien, et je montais dans ma chambre. Les larmes de Zinaïda m'avaient fait complètement perdre la tête. Je ne savais que penser, prêt à pleurer, moi aussi, car il faut vous dire qu'à 16 ans, j'étais encore un véritable enfant. Je ne songeais plus à Malevski, bien que Belovzorov devint chaque jour plus menaçant et regardât l'habile comte de l'œil du loup qui regarde l'agneau. À dire vrai, je ne pensais plus à rien ni à personne. Je me perdais en suppositions et recherchais les endroits solitaires. J'avais une prédilection particulière pour les ruines de l'orangerie, ayant pris l'habitude d'escalader son mur abrupt et d'y rester assis, à califourchon, tellement malheureux, triste et oublié que je prenais pitié de moi-même. Douce griserie de l'isolement mélancolique. Un jour que je me trouvais là, les yeux perdus au loin, à écouter le carillon du monastère, je perçus tout à coup un frôlement mystérieux. Ce n'était pas le vent, ni un frémissement, mais une sorte de souffle et plus exactement la sensation d'une présence. Je baissai les yeux. Zinaïda longeait le sentier d'un pas pressé. Elle portait une robe légère, de couleur grise, et une ombrelle de la même teinte sur l'épaule. Elle m'aperçut, s'arrêta, releva le bord de sa capeline et me regarda avec des yeux de velours. « Que faites-vous si haut » me demanda-t-elle avec un étrange sourire. « Eh bien, qu'attendez-vous ? Au lieu de passer votre temps à me persuader que vous m'aimez, sautez donc par ici, si cela est vrai. » À peine avait-elle fini de parler que je me précipitai en bas, comme si un bras m'avait violemment poussé dans le dos.
Le mur devait être haut de près de 5 mètres. J'atterris sur mes pieds, mais le choc fut si vigoureux que je ne réussis pas à rester debout. Je tombais et restais évanouie quelques instants. En revenant à moi, et sans ouvrir les yeux, je sentis que Zinaïda était toujours là, tout près de moi. « Cher petit, disait-elle avec une tendresse inquiète, « cher petit, comment as-tu pu faire cela? Comment as-tu pu m'écouter? Je t'aime, relève-toi. » Sa poitrine se soulevait tout contre ma tête, ses mains frôlaient ma joue, et soudain, Seigneur, quel délice! Ses lèvres douces et fraîches couvrirent mon visage de baisers, effleurèrent mes lèvres. À ce moment-là, bien que je me gardasse soigneusement de rouvrir les yeux, elle dut se douter que j'étais revenue à moi et se redressa rapidement. « Eh bien, relevez-vous, espèce de grand fou. Qu'est-ce que vous faites là dans la poussière ?» J'obtempérai. « Donnez-moi mon ombrelle. Voyez où je l'ai jeté. Et ne me regardez pas ainsi, en voilà de sottes idées. Vous êtes-vous fait mal? Vous vous êtes piqué dans les orties? Je vous dis de ne pas me regarder ainsi. » Il ne veut rien comprendre, rien répondre, ajouta-t-elle comme si elle se parlait à elle-même. « Rentrez chez vous, monsieur Voldemar, brossez-vous et ne me suivez pas, sinon je vais me fâcher et jamais plus je ne... » Elle n'achevait pas son propos et s'éloigna rapidement. Je m'assis sur le bord du sentier, mes jambes ne voulaient plus me porter. Les orties m'avaient piqué les mains, j'avais mal dans le dos, la tête chancelante, mais avec tout cela, j'éprouvais un sentiment de béatitude que je n'ai plus jamais retrouvé de ma vie. Il se manifestait par une torpeur douce et douloureuse circulant dans mes veines et finit par se donner libre cours sous forme de gambades et de cris enthousiastes. Vraiment, j'étais encore un enfant. Vous dirais-je ma joie et ma fierté durant tout ce jour-là? Les baisers de Zinaïda vivaient encore sur mon visage, transportés de ravissement. J'évoquais à tout moment chacune de ses paroles et tenais tellement à ma félicité nouvelle que je commençais d'avoir peur et ne voulais plus revoir la cause de mon exaltation. C'est ça le romantisme. Il me semblait que je ne pouvais plus rien attendre du destin et que l'heure était venue de boire une dernière bolée d'air et de mourir. Le lendemain, en me rendant chez les Askins, j'éprouvais une vive confusion que je masquais en vain sous la désinvolture modeste du monsieur qui veut faire entendre qu'il sait garder un secret. Zinaïda me reçut le plus simplement du monde et sans la moindre émotion, se contentant de me menacer du doigt et de me demander si je n'avais pas de bleu. Toute ma désinvolture, ma modestie, mes airs de conspirateur s'évanouirent en un clin d'œil. Sans doute je ne m'attendais à rien d'extraordinaire, mais enfin... Le calme de la jeune fille me produisit exactement l'effet d'une douche froide. Je compris que je n'étais qu'un enfant pour elle et j'en étais affectée. Zinaïda se promenait de long en large et un sourire fugitif effleurait son visage toutes les fois que ses yeux se posaient sur moi. Mais ses pensées étaient loin, je le voyais bien. Vais-je lui parler d'hier, lui demander où elle se hâtait et savoir enfin? J'y renonçai et pris place dans un coin, à l'écart. L'arrivée de Belovzorov sur ces entrefaites me parut on ne peut plus opportune. « Je n'ai pas réussi à vous trouver une bête docile. Il y a bien un cheval dont Freitag se porte garant, mais moi, je n'ai pas confiance, j'ai peur. »« Et de quoi avez-vous peur s'il est permis de vous poser cette question ?» demanda Zinaïda. « De quoi? Mais vous ne savez même pas monter à cheval. Dieu nous garde, mais un malheur est si vite arrivé. Quelle est cette lubie qui vous passe par la tête? »« Cela ne regarde que moi, monsieur le fauve. Et s'il en est ainsi, je vais m'adresser à Piotr Vassilievitch. » C'était le nom de mon père, et je fus surpris qu'elle parlât de lui avec une telle aisance, comme si elle était certaine qu'il accepterait de lui rendre ce service. « Tiens, tiens, fit Belovzorov, c'est donc avec ce monsieur-là que vous voulez faire du cheval? Que ce soit lui ou un autre, cela ne vous regarde pas. En tous les cas, pas avec vous. »« Pas avec moi, répéta le hussard. Soit, je vais vous trouver une monture. Seulement faites bien attention à ce que ce ne soit pas une mule, car je vous préviens que je veux faire du galop. Faites-en si cela vous chante. Est-ce avec Malevski? Et pourquoi pas avec lui, mon vaillant capitaine? Allons, calmez-vous, ne faites plus ces yeux-là, on dirait que vous voulez foudroyer les gens. Je vous emmènerai un jour, Malevski, comme si vous ne saviez pas ce qu'il est pour moi à présent. » Pff. Elle secoua la tête. « C'est pour me consoler que vous dites cela, ronchonna Belovzorov. » Zinaïda plissa les yeux. « Vous consoler? Mon pauvre bon capitaine, mon brave capitaine, proféra-t-elle enfin, comme si elle n'avait pas réussi à trouver d'autres mots. Et vous, monsieur Voldemar, voudrez-vous venir avec moi? C'est que je n'aime pas être en nombreuse compagnie, balbutiai-je sans lever les yeux. Ah, vous préférez le tête-à-tête? Tant pis, ce sera comme vous le voudrez, soupira-t-elle. Allez, Belovzorov,
en chasse. Il me faut absolument un cheval pour demain. » « Oui, mais où prendre l'argent ?» intervint la vieille princesse. Zinaïda fronça les sourcils. « Je ne vous ai rien demandé. Belovzorov me fait confiance. »« Confiance, confiance » grommela sa mère. Et subitement, elle hurla de toute la force de ses poumons. « Douniacha !»« Maman, je vous ai pourtant acheté une sonnette » observa Zinaïda. « Douniacha !» appela de nouveau la princesse. Belovzorov prit congé. Je sortis avec lui. On n'essaya pas de me retenir. Et voilà où en est le pauvre jeune homme qui se meurt d'amour pour cette Zinaïda qui n'en a visiblement pas grand-chose à faire. La suite, très vite, dans Voyage au bout de la nuit.